Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 160. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Bonne année à tous, je suis avec ma tisane, il est 22h et bien passé l'heure de mon coucher, mais très content de vous retrouver, surtout que ça faisait un moment qu'on a fait une petite coupure avec Plax entre absence de motivation et absence de connexion, mais ça y est, cette horrible saison est derrière nous. On avait réussi à se motiver, à se connecter machin, et tu t'es connecté et tu étais comme ça, tu bougeais une fois toutes les 10 minutes, et puis le son était pas terrible non plus, parce que t'étais à l'autre bout du monde. Enfin, t'es toujours à l'autre bout du monde en fait, mais t'étais encore à un autre bout du monde, c'était très très Exactement. compliqué, on a dit allez on laisse tomber. Moi en plus j'avais décidé que je regardais plus les Giants jusqu'à la fin de la saison, et comme par hasard quand je dis que je les regarde plus, bam, 2 victoires, donc de toute façon je devrais dire ça, hein. Je vais regarder les Giants de manière perpétuelle. Je pense qu'on fait une saison sans défaite l'année prochaine. T'es le chat noir des Giants. Mais mec, tu sais que parfois je me dis vraiment ça. Je regarde un match, on fait que de la merde. À un moment, je dis allez, ça me saoule, j'éteins. Et là, je regarde les commentaires sur le Discord ou quoi. On met 2 TD. Je dis c'est pas possible. Et enfin, je sais pas. Il y a un truc. Bref, on va parler aujourd'hui. On va faire un bilan global de déjà rappeler ce qui s'est passé cette saison. On va parler un petit peu de l'attaque, de la défense. Pas dans le détail non plus à 100%, parce qu'on fera des émissions détaillées, une émission détaillée sur l'attaque, une émission détaillée sur la défense, pour vraiment faire le point sur tout ça. Et on va parler aussi du head coaching, des recherches en ce moment pour le head coach, puisque vous savez que c'est le sujet chaud du moment, où on ne parle que de ça sur les réseaux, et c'est bien normal, puisqu'il y a eu le fameux lundi post-saison où les gens se font virer, et puis là, même on est mercredi, on enregistre. Il y a même eu le mercredi, puisqu'on a appris que John Harbaugh était viré hier, donc c'était le mardi. Donc il y a des choses à dire. Je pense pas que virer dans le cas de John Harbaugh soit le bon terme. C'est un peu comme Tom Coughlin est parti, c'est l'équipe et le coach décident de tourner la page. Mais là, j'ai l'impression quand même, parce qu'il a passé combien de temps 15 ans, 16 ans, 17 ans là-bas, depuis 2018, je crois. 18. Je pense aussi qu'en fait, ils en arrivent à un moment où les deux, ils ont besoin d'autre chose, et c'est possible qu'ils soient vraiment séparés en bons termes, en disant, bah voilà, là, il faut qu'on passe à autre chose tous les deux, donc c'est une bonne chose. T'as raison, il s'est sûrement pas fait virer comme un malpropre, surtout pas après autant de temps, après un titre au Super Bowl, etc. Donc, c'est clair. Donc on va parler de cette fin de saison aussi. On va commencer par ça. Donc on s'est traîné comme des malheureux. Vous savez qu'on a un bilan c'est quoi ? C'est 4-13 le bilan. On s'est traîné comme des malheureux avec 2 pauvres victoires pendant toute la saison, pour finalement gagner les 2 derniers matchs, que le premier pick nous échappe. Alors il y avait les fameuses discussions de ceux qui disaient moi je veux absolument le premier pick, et moi j'étais assez d'accord pour dire franchement au point on en est. Perdons nos 2 matchs, et puis au moins on aura le dernier pick, et on aurait pu d'ailleurs avoir le premier pick en ayant battu les Raiders, mais en perdant contre les Cowboys, puisque de leur côté les Raiders avaient battu les Chiefs, et donc on aurait pu avoir le first pick. Ça ne s'est pas passé comme ça. On a gagné ces 2 derniers matchs avec des prestations très convaincantes contre une équipe des Cowboys qui a un peu lâché, et contre une équipe des Raiders qui était vraiment très très nulle. Ton avis, toi, Thiergo, sur cette fin de saison ? Il y a eu, tu disais, effectivement, cette over-réaction après le mauvais match contre les Vikings et la très bonne défense des Vikings de Jackson Dart, où tout le monde disait oh, il est nul, c'est foutu, machin. Voilà, comment tu as vécu, toi, cette fin de saison qui était, où il y a vraiment eu de tout, hein. Il y a une fanbase vraiment divisée sur ce qui s'est passé. Ouais, alors il faut savoir que la dernière fois qu'on avait fait un bilan, enfin c'était même pas vraiment un bilan de match, on avait rapidement évoqué le match contre les Patriots avant la bye week, et puis sur cette fin de saison, on avait les Commanders, les Vikings, les Raiders et les Cowboys. Alors pour être tout à fait honnête, je ne me rappelle plus du match contre les Commanders, je sais juste qu'on a perdu. Je n'ai pas regardé à nouveau les highlights avant ce podcast, parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Je sais juste qu'il n'y avait pas Jayden Daniels qui jouait. On s'est fait battre par Marcus Mariota. Bon, bref. Moi, le match qui m'a surtout marqué, que je n'ai pas vu en direct, c'était le match des Vikings, où en effet, je pense qu'on a eu la seule mauvaise performance de Jackson Dart, où je crois qu'il fait 7 passes complétées ou 8 passes complétées sur 14 pour 33 yards, un truc comme ça. Et une interception, et là, oh, c'est pas possible. Et voilà, tout le monde est dans la surréaction comme d'habitude.
c'est sa seule mauvaise prestation de tout ce qui a été une saison rookie absolument phénoménale. Et on l'a vu sur les 2 matchs suivants qu'il était toujours au top et qu'il avait même appris à sortir du terrain avant de se prendre un gros taquet par un défenseur. Donc très très positif de son côté. Mais aussi ce qui m'a marqué, c'est Abdul Carter qui fait des sacs, a eu des très bons matchs. Je crois que contre les Commanders, je ne sais pas si toi tu t'en rappelles, mais il me semble que c'est contre les Commanders qu'il commence à aligner un peu les sacs. Ouais, après la bye week, en gros. Ouais. Manifestement, Bullen, Charlie Bullen, le coordinateur défensif intérimaire, enfin pas intérimaire, intermittent, De remplacement. enfin de remplaçant Shane Bowen, l'horrible Shane Bowen. Ça a montré que cette défense, elle pouvait fonctionner, même s'il y a encore beaucoup de problèmes dans cette défense et une secondary qui est absolument calamiteuse. Rien que le fait, toutes les stats se sont améliorées une fois que c'était Bullen qui était aux commandes. Ça montre bien que si on s'était débarrassé de Bowen après le match contre les Broncos, peut-être qu'on aurait une saison pas forcément positive, avec un bilan positif, mais en tout cas pas aussi horrible que ce qu'on a vécu. C'est clair. Et Carl Banks le disait dans un podcast, il était assez clair. Il n'était pas du tout satisfait de la manière dont Bowen utilisait les joueurs. Il ne les mettait pas dans les bonnes conditions pour réussir. Il n'appelait pas les bons schémas de jeu. Il faisait des choses beaucoup trop simples. Et on a vu que dès que ça a été changé, ça a eu un impact différent. Et la défense a été, sans être extraordinaire, elle a été quand même plus compétitive que ce qu'elle avait été avant. Et comme tu le dis, c'était ce que je voulais évoquer maintenant. Mais donc vous vous rappelez que Brian Daboll a été, lui pour le coup a été viré. Je pense que Brian Daboll aurait pu survivre s'il avait viré Shane Bowen bien plus tôt. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. Moi, je pense que ça lui a coûté sa tête. C'est ce qui lui coûte parce que s'il l'avait viré, qu'il y avait eu un autre coordinateur, en fait, à la fin de saison dernière, il aurait dû le virer finalement et trouver un autre coordinateur. Mais même début de saison, il avait encore le temps de le faire. Et il nous a coûté des victoires sur des matchs qu'on maîtrisait, avec une attaque qui a mis beaucoup de points, mais une défense qui n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. En fait, dès les Cowboys, match des Cowboys, le match contre les Broncos, ouais, tout à fait. Je ne sais plus, il y a eu 5 ou 6 matchs, on avait calculé, où on avait mené dans le premier quart-temps, jusqu'au 4e quart-temps, et puis avec des statistiques qui nous mettaient à 90, voire 95, voire 99 sur certains matchs de chance de victoire. Les Broncos, c'était l'un des plus flagrants. Il n'aurait pas dû rester, en fait, c'était pas possible qu'il appelle ces jeux-là, et donc malheureusement il a coûté sa tête à notre pauvre Brian Daboll. Peut-être un mal pour un bien, mais Mike Kafka l'avait dit, quand Mike Kafka est entré en intérim sur le poste de head coach, il n'a pas viré tout de suite parce qu'il voulait attendre un petit peu, il a attendu 2 matchs et il l'a dégagé, et je pense que c'était la bonne chose à faire. Et Charlie Bullen, il a fait un super boulot, et je ne sais pas s'il sera là encore l'an prochain, mais en tout cas il a été à la hauteur. Il a montré que cette défense pouvait faire autre chose, et que notamment Abdul Carter pouvait être un joueur impactant. Il y avait aussi des problèmes de comportement, mais il fallait les encadrer, et ça n'avait pas été bien fait jusque-là. Donc, je me demande même si Kafka a eu raison de garder Bowen 2 semaines de plus. Mais direct, tu arrives au poste et tu vires des gens direct, c'est dur quand même, c'est difficile à faire. Ouais, mais tu t'envoies aussi un message en disant, voilà, ce qui a été un gros problème pour moi, c'était la défense, et il faut que ça change maintenant. Bon, après, il a attendu en effet cette fameuse prolongation contre les Lions. Encore un match où on a une prestation offensive absolument incroyable. Et pour en revenir à ce que tu disais sur Carl Banks, il a dit, sur cette action où tu as Jahmyr Gibbs qui fait, je crois, 65 yards dès le premier play, il dit, Dexter Lawrence n'est pas sur le terrain. Et en fait, tu te demandes comment est-ce qu'un type comme Shane Bowen peut être coordinateur défensif en NFL. Alors, je suis sûr que, j'essaie de me mettre un peu à sa place, je suis sûr que ça doit être énormément difficile, mais ça a l'air tellement basique que, de notre point de vue de fan, on se dit, mais comment c'est possible qu'il n'ait pas pensé à mettre son meilleur joueur sur le terrain, quoi. Et c'était que des erreurs comme ça. Donc, encore une saison de gâchée. C'est terrible parce que quand on regarde cet effectif, on se dit qu'il y a quand même un bon noyau, même si je reste encore très critique sur l'œuvre de Joe Schoen. Et pourtant, avec ce bon noyau, on n'est pas capable de gagner plus que 4 victoires. Moi, je pense qu'il s'en faut de peu pour que cette saison de 4-13 se transforme en une saison à 7, 8 victoires, 9 victoires. Parce qu'en fait, tu as aussi une spirale qui s'est instaurée avec ces défaites qui se sont accumulées, mais ça aurait pu être complètement l'inverse. Et il y avait moyen, et l'équipe était au niveau d'autre chose.
Donc en fait, tu vires Bowen et ces matchs-là, tu les gagnes et ça change tout. Et tu peux très vite te retrouver dans une saison qui devient positive plutôt que d'avoir une saison complètement négative comme ça. Donc malheureusement, voilà. Et tu le disais, donc tu évoquais Joe Schoen, donc le general manager. On a appris en début de semaine qu'il avait été conforté à son poste. Donc il est en train de mener actuellement les recherches pour le poste de head coach et il sera là la saison prochaine, à moins d'un incroyable retournement de situation. A priori, il devrait être là au moins l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'il a un bilan qui commence à devenir très négatif. Il va falloir que la saison prochaine soit meilleure pour qu'il reste, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus justifier comme ça que le mec soit toujours présent. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même un cœur de jeunes joueurs qui est quand même assez intéressant. La draft de cette année, elle est très positive, celle de l'année dernière aussi. Il y a quand même du bon dans ce qu'il a fait. Il n'y a pas que du bon, il y a eu des erreurs. Laisser partir McKinney était, je pense, une erreur et on n'a pas réussi à le remplacer d'ailleurs jusqu'à maintenant. Par contre, laisser partir Barclay, on a vu que, alors, même s'il a gagné un Super Bowl entre-temps, c'est pas que grâce à lui, mais on a vu qu'on avait réussi à remplacer sa productivité sans aucun problème. Donc ça, c'était pas un souci. Ouais. Bah alors, cette décision de garder Joe Schoen, très franchement, je ne la comprends pas. John Mara, qui a pas arrêté de dire qu'il n'était pas satisfait, dit on reste dans la continuité, il nous faut de la continuité parce qu'on ne veut pas du changement. Ok, d'accord, ça n'a aucun sens. Pour moi, la décision de garder Joe Schoen veut dire qu'il va être là pour au moins 2 saisons. Parce que je vois pas trop un scénario où tu prends un head coach, ça se passe encore mal la saison prochaine, tu vires le GM, donc du coup tu dois faire venir un nouveau GM qui va dire ouais mais en fait ce head coach là c'est pas moi qui l'ai, ça a pas beaucoup de sens. C'est ça le problème en fait, c'est que si tu fais c'est une courbe sinusoïdale où tu vires un mec, après t'en vires un autre, et à aucun moment t'as une logique en fait entre les deux. Ouais, je suis d'accord. Non, exactement. Donc bon, il est là. Il n'y a pas que du négatif sur Joe Schoen, hein. Comme tu l'as dit, il a quand même fait des bons moves et c'est quelqu'un qui, de ce que je comprends, est un general manager qui a une bonne réputation dans la ligue. Il y a des general managers qui ont tendance à faire fuir les coachs. Lui, c'est pas son cas. Donc, il peut travailler avec quelqu'un de nouveau. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand il est arrivé chez les Giants, c'était un très très bon communicant et il disait vous allez voir, on n'est pas très loin et tout, we need to close the gap, voilà, on va avoir un nouveau QB. Et puis en fait, tout ça, ça s'est effondré dès que cette saison, quand ça s'est très mal passé, on l'a vu lors de la conférence de presse en bye week, où il disait I understand your question tout le temps pour à chaque fois esquiver. Et là, je ne sais pas si tu as regardé la conférence de presse après qu'on ait annoncé. Alors, je n'ai pas regardé en entier, mais j'ai vu des extraits et dans ses réponses, tu sens vraiment pas à l'aise. Tu sens limite qu'il est désolé que les Giants s'est décidé de le garder. Et il dit ouais, j'ai quand même de la chance, je me suis planté et puis j'ai des propriétaires qui veulent bien me laisser une seconde chance et tout. Et mais putain, mais en fait, tu le veux ce job ou c'est juste pas. En même temps, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, s'il arrivait super confiant en mode ouais, je vais redresser la barre, machin, on dirait oui, non, lui et c'est abusé parce que ça fait 4 ans qu'il est là et pour l'instant, on n'a toujours pas gagné. Donc, ouais, non, mais pas ça non plus. Mais là, c'est bon. Je suis très négatif alors que je suis pourtant quelqu'un d'assez optimiste. J'ai cru en tous les coachs qu'on a eu depuis Tom Coughlin. J'ai même cru en Dave Gettleman, même si ça n'a pas duré longtemps. Donc, je vais continuer de croire un peu plus en Joe Schoen, qui reste quand même un meilleur general manager que Gettleman. Mais par contre, ceci dit, sur la même période de temps, ils ont le même bilan victoire-défaite. Je ne sais pas si tu as vu passer ce tweet. L'équipe est quand même très différente, hein, malgré tout. Ah, bien sûr. Non, c'est clair. On va en parler un peu attaque-défense. On va faire quelques statistiques, surtout cette année. Je trouve que l'attaque a été vraiment bien meilleure. Mais oui, effectivement, moi, j'ai oscillé un peu sur la manière d'aborder ce cas Joe Schoen. En fait, arrivé à un moment, je voyais pas comment il pouvait encore sauver sa tête. J'y croyais pas. Je pensais que c'était pas possible qu'il se sauve. Et finalement, ils l'ont conservé. Donc, ça veut dire qu'ils estiment qu'il a. Après, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe en interne. Peut-être que ce qu'ils voient en interne, c'est des bonnes choses, c'est une organisation qui est bien meilleure, peut-être bien mieux structurée. Là, on ne sait pas. Nous, on voit que le résultat que ça donne sur le terrain. Peut-être que ce qui a été mis en place est suffisamment
J'ai entendu dire que intéressant et Joe Shane, je ne sais pas si tu avais vu ces articles ou entendu parler certains insiders qui disaient que après Gettleman, tu sais, Gettleman qui regardait un peu avec dédain les gens qu'il appelait les computer guys et tout. Joe Shane IT est guys, arrivé, voilà, Joe Shane est arrivé et a vraiment modernisé les process, la manière de fonctionner dans l'équipe, etc. Donc oui, il y a eu du positif. Alors peut-être que la solution, et on en parlera justement quand on parlera des candidats de head coach, c'est un rôle où il reste general manager, mais il n'a pas autant la main mise sur les décisions de roster. C'est-à-dire qu'il est impliqué, mais celui qui a la décision finale, c'est le head coach qui travaillera à ses côtés. Et lui, en fait, il s'occupe du reste. Il s'occupe des négociations de contrat, il s'occupe de faire venir du monde dans le practice squad et de faire tourner la boîte. Mais bon, ça, on va voir comment ça va se passer. De toute façon, de ce qu'ils ont dit, c'est quand même des décisions collégiales. C'est pas lui qui scoute tous les joueurs, il n'a pas toutes les infos, donc il doit récupérer les infos de ses scouts. Il faut que ses scouts soient convaincants et qu'ils se mettent tous d'accord. Je pense que quand ils font un pic, ils sont tous à être d'accord. Maintenant, dans tous les cas, tu peux pas décider de tout à plusieurs, et quand il y a une décision à prendre, il faut que quelqu'un la prenne. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est lui qui prend la décision. Si jamais à la fin on arrive à un moment donné, on se dit bah voilà, on est d'accord sur 3 choix, qui prend la décision finale, c'est forcément lui. Donc ouais. Il a dit quelque chose qui était intéressant parce qu'avant on lui a posé, je ne sais plus quelle était la question sur Deontay Banks, et il a dit je reconnais que Deontay Banks c'est un joueur qu'on a choisi pour un schéma spécifique, mais que maintenant je sais que les coachs vont viennent et s'en vont. Et donc, du coup, maintenant, en fait, il faut que je prenne des joueurs qui peuvent passer d'un système à l'autre. Parce que, en effet, Deontay Banks, c'était quelqu'un qui fonctionnait dans le système Martindale. Martindale est parti dans des circonstances un peu chaotiques, mais il aurait aussi pu partir parce qu'il aurait eu une meilleure opportunité ailleurs. Et le fait est que ni Bowen, ni Bullen, d'ailleurs, Bowen et Bullen, c'est facile de les distinguer, disons, n'ont réussi à faire quelque chose de Deontay Banks. Ceci dit, le coach des Special Teams a réussi à faire quelque chose de Deontay Banks, qui est un sacré returner. Il a toujours été OK sur tous ses returns. J'ai toujours trouvé plus ou moins bon Deontay Banks à chaque fois. J'étais toujours un peu surpris de voir la qualité qu'il avait sur les returns. Et effectivement, il a mis un TD sur kick-off return. C'était assez étonnant. Ouais. Voilà, un choix de premier tour avec un trade-up pour n'avoir qu'un kick-off returner. Ouais, mais alors le problème, c'est que tu vois, ce mec-là, tu peux pas le signer comme un kick-off returner au prix de ce qui coûterait potentiellement. Enfin, en même temps, personne va le payer cher maintenant, vu ce qu'il a montré. Il a un taux de plaquage raté qui est phénoménal. Il s'investit pas vraiment dans des plaquages, dans quoi que ce soit. Donc, c'est difficile de potentiellement le garder. Mais il a joué cette année parce qu'il n'y avait personne pour le remplacer. En fait, le roster était fait pour qu'il ait une part importante du boulot et il n'était pas au niveau. Donc, on se retrouvait un peu coincé sans joueur capable de vraiment faire la différence. Là, on a fait jouer des mecs. Sur les derniers matchs, les gars, je sais même pas qui c'était ces mecs-là. Il y a des corners sortis de nulle part avec des noms improbables dont j'avais jamais entendu parler. Il a fallu qu'on aille chercher dans les fins fonds du roster. C'est toujours un peu comme ça tous les ans sur certaines positions parce que tu as des blessés, parce que tu as des trucs. Mais là, le fait que Banks ne soit pas du tout un titulaire incontournable comme on l'avait imaginé, alors que Cordell Flott, lui, a fait le boulot vraiment bien et a été plutôt impressionnant. Mais tu sais, alors je m'étais fait une petite liste un peu de ce qui avait été positif chez Joe Shane et ce qui était négatif. On va pas tout revoir, mais tu vois, dans le positif, on a bien entendu Jackson Dart, Jermaine Illuminor, Malik Nabers, mais Malik Nabers, c'était difficile de se planter sur lui. Bien entendu, il a fait l'extension Andrew Thomas et Dexter Lawrence, les trades de Kadarius Toney et Brian Burns. Mais dans le négatif, donc, on a Deontay Banks, Jalin Hyatt, Evan Neal, la signature de James Hudson, et j'avais une discussion ce matin avec Omar, enfin hier soir en France, sur est-ce que c'est important vraiment qu'il ait gaspillé 12 millions sur James Hudson. Je pense que si on parlait de 2 ou 3 millions, je comprends qu'on puisse se dire... Là, ça fait beaucoup, ouais. 12 millions, dont 6 millions garantis, c'est énorme pour un gars qui, en fait, je vous le rappelle, il a fait quoi ? 4 ou 5 pénalités. Il a joué un drive, il s'est pris 5 pénalités à un drive et on l'a jamais revu. Et c'était fini, et il a été sur le banc. Voilà où est passé notre argent. Départ de Julian Love et Xavier McKinney, qui ont eu des meilleures carrières ailleurs. Le trade de Darren Wallen, bon, c'était bien tenté, mais ça c'est... Voilà. Julian Love, il va sûrement gagner un Super Bowl cette année d'ailleurs.
Ouais. Signer Drew Lock et de se dire c'est bon, on a suffisamment de quarterback remplacement, génial. Et puis pour terminer, une escouade de receveurs et de tight end complètement délaissés à mon avis, à part Mike Neighbors. Et j'oubliais bien entendu. Ah non, Wendell Robinson, c'est bien. Oui. Wendell Robinson, c'est un peu une anomalie vu sa taille, mais c'est un joueur exceptionnel. Mais voilà. Non, et j'ai oublié les special teams absolument négligés. Là, il y a eu des problèmes sur les kickers et tout, ça a été vraiment nul. On a enfin trouvé un kicker qui s'est tiré, quoi, et on l'a signé dans le dernier mois alors qu'il était libre depuis toute la saison. Oui, mais toutes les équipes auraient pu le signer aussi. Oui, voilà. mais alors, tu sais que apparemment l'une des raisons pour lesquelles il n'a jamais vraiment été considéré, c'est que c'est un gaucher. Donc, ça veut dire qu'il kick de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu entraînes ton holder à recevoir le snap de l'autre côté. Alors, bien entendu, c'est un problème, mais c'est pas un problème insurmontable. Enfin, mieux vaut faire ça plutôt que d'essayer d'aller avec un kicker blessé qui va pas te marquer des field goals de plus de 25 yards, quoi. Enfin, bref. Mais en tout cas, il a été parfait dans tout ce qu'il a fait. Et je sais pas si tu as vu l'extrait où on voit Jackson Dart qui dit mais il est super fort, faut le garder, machin. Il met que des kicks incroyables. Et il a mis un kick de 48 yards, il a réussi tous les extra points, il s'est pas blessé comme un con. Donc Ben l'oncle Sauls est dans la place et je pense qu'on va le garder. J'aimerais bien en tout cas. Par contre, c'est le punter. C'est quoi son nom déjà? Parce que tu dis Ben Sauls, c'est ça. Ben Sauls, c'est ça. Okay. Je pense qu'il faudrait et le punter, il va falloir trouver autre chose parce que là c'est quand même assez problématique et l'irrégularité du punter, c'est pas possible. Donc on verra. Faisons un point quand même parce qu'on est déjà à 20 minutes de podcast. On va juste faire un point un tout petit peu plus détaillé pour qu'on voit un peu comment se situe l'équipe cette année. Je rappelle que l'an dernier et pendant les 2 dernières années, on avait des attaques qui étaient misérables avec des O-line qui n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit. On avait vu du mieux l'an dernier sur la O-line, ça commençait à s'améliorer un petit peu. Mais l'attaque restait très mauvaise avec très peu de points marqués. Cette année, tu l'as parlé des quarterbacks, il y a eu un gros changement dans la QB room qui a été bien meilleur quand même, avec Winston qui a été convaincant quand il a joué et avec Dart qui depuis qu'il joue, ça change tout. Et j'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vu, regardez sur la chaîne YouTube du top 10 de Jackson Dart. Quand j'ai regardé cette vidéo, mec, c'était difficile de choisir les meilleures actions. Et je me rends vraiment compte en fait de sa capacité de. Alors déjà, des passes longues, il est vraiment très bon et il a eu malheureusement pas de chance parce qu'il y a eu pas mal de passes qui ont été annulées pour des pénalités, notamment sur Darius Slayton. Mais sa capacité d'improvisation, sa capacité à courir, sa capacité à changer l'anticipation. C'est que des trucs qu'on voyait pas avec Daniel Jones. Il est l'opposé de Daniel Jones sur beaucoup de points. Et le TD de Tyron Tracy contre les Cowboys, quand tu as le replay de derrière Jackson Dart et tu vois clairement qu'il lance le ballon alors que dans le trou. Non, mais c'est surtout qu'en fait Tyron Tracy n'est pas encore démarqué. Il n'est pas encore démarqué, bien sûr. Il sait qu'il va être démarqué alors que justement c'était le problème avec Daniel Jones, c'est que Daniel Jones, il fallait qu'il voit le joueur démarqué pour faire la passe. Et sa capacité à lancer sous pression, que j'ai illustré aussi dans le top 10 sur une ou deux passes, c'est exactement le cas. Enfin, il est assez incroyable pour un joueur rookie. Et vraiment, pour moi, ça fait partie des motifs de satisfaction et d'optimisme pour les saisons à venir. Je retire ce que j'avais dit à la draft, que c'était une mauvaise idée de trade. Personne ne savait. Ceux qui disaient qu'il allait réussir ne savaient pas non plus. Personne ne savait de toute façon. Donc, alors, quelques statistiques. On est 13e en yards gagnés avec 5669 yards. 21e en pass yard avec 3474. 5e en yards à la course avec 2195. Les premiers, c'est les Bills avec 2700, mais ils ont fait aussi beaucoup, beaucoup plus de courses que nous. 17e en points marqués avec 381. 11e en turnover avec 17. Les premiers, c'est les Bears qui ont fait que 11 turnovers. Et 4e, par contre, ça c'est négatif, 4e plus grand nombre de yards pénalisés avec 1075 yards. Donc là, on n'avait pas été très discipliné. Mais globalement, ces statistiques nous mettent dans la première moitié du classement pour beaucoup de choses, sachant que je rappelle quand même qu'on a eu pas mal de blessés, notamment on a joué sans notre wide receiver 1 Malik Nabers et sans Kamska Tebo qui a été running back 1 aussi depuis le début de la saison. Donc c'est des statistiques qui sont quand même en très large augmentation par rapport à ce qu'on avait l'année dernière où on était 30, 31, 32e pendant toute la saison sur toutes les stats. Donc, et ça, je pense que ça vient d'une chose. Alors, il y a plein de facteurs, mais un des facteurs les plus importants, c'est le fait que cette O-line
a été bien meilleur. Et j'ai vu la statistique hier, on est 4e en termes en note PFF sur notre capacité à bloquer pour la passe. Donc voilà, ça change tout. Et le nombre, ça c'est pareil. Alors je faisais les vidéos pour Jackson Dart pour faire les highlights. Le nombre d'actions où Jackson Dart, il est pépouze dans sa poche. Alors il y en a, il est sous pression évidemment, mais on n'avait jamais vu ça dans les dernières années. Des poches aussi propres, c'était pas possible. Non, je pense que s'il doit y avoir, on va refaire les revues détaillées dans des épisodes, mais pour moi, le MVP de cette saison, c'est la ligne c'est Carmen Bricillo. Oui, c'est Carmen Bricillo, je suis d'accord. C'est Carmen Bricillo qui doit absolument rester dans cette équipe, quel que soit le head coach qui vienne. Et j'espère que celui qui viendra aura bien compris qu'il a une pépite avec Bricillo. C'est clair. Alors, ce serait l'horreur de le laisser partir, quoi. Ça, ce serait vraiment... mais tu l'as dit, le fait d'avoir une ligne aussi propre, qui fait des belles poches, qui ouvre des belles brèches. Enfin, je pense que Cam Skattebo, avec la ligne offensive des années précédentes, il ne fait pas ce début de saison, même si c'est quelqu'un qui est pas... Parce que là, en fait, c'était que très rarement enfin, très rarement non, mais en tout cas certainement pas aussi souvent que l'année précédente, que tu voyais des défenseurs dans le backfield avant même que le running back ait attrapé le ballon dans sa main. Tu te rappelles les podcasts où on parlait de ça, où Saquon Barkley il avait à peine le ballon, qu'il était déjà plaqué par 4 gars. Là, on a pu courir de manière efficace et le quarterback a été protégé. Ça te change une attaque, en fait, d'avoir une O-line qui tient le coup. Non, tout à fait. Et l'une des clés de cette intersaison, et encore une fois, la free agency, on en reparlera dans un autre épisode, c'est de re-signer Jermaine Eluemunor. Il faut que ce type soit re-signé, il faut lui filer un gros contrat, parce que il a fait un job absolument monumental. Alors bien sûr, il y a Marcus Beau aussi qui a joué un peu, et il me semble au moment qu'il a dû remplacer... il n'a pas remplacé Thomas. Il est blessé depuis 3 matchs. Oui, c'est ça. Un des points que je voulais évoquer, c'est malgré les blessures qu'il y a pu avoir, on a eu une O-line qui a quand même tenu le coup. Donc ça ne nous a pas pénalisé finalement. Non, mais donc il faut maintenir les principaux artisans de cette ligne offensive, à commencer par Carmen Bricillo, et parce que c'est ce qui va déterminer le succès de cette attaque pour les années à venir. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup. Si tu as un quarterback qui est un franchise quarterback avec une O-line qui tient le coup, ça a été une des recettes du succès des Giants sur la période Eli Manning. Quand on a gagné les Super Bowl, on avait une O-line qui était très forte et on avait un quarterback qui était incroyable aussi, plein de confiance et qui faisait tout ce qu'il fallait. Donc, voilà, même si derrière tes receveurs sont moins bons ou quoi, tu arrives toujours à te débrouiller et à faire ce qu'il faut. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est vraiment top. D'ailleurs, Andrew Thomas a eu la meilleure note PFF de tous les joueurs des Giants cette saison. Donc au niveau, le jeu de course a été très efficace, mais on parlait de Jackson Dart tout à l'heure. Il fait 2272 yards à la passe, sachant qu'il n'a pas joué tous les matchs, il a été un petit peu blessé, le début de saison, c'est lui qui l'a fait. Il a mis 15 TD à la passe, seulement 5 interceptions. Il est très propre. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux. On a vu Jameis Winston quand il a joué, il s'est fait intercepter qu'une fois ou deux fois, mais il y a eu le nombre de passes lancées où on s'est dit oh la vache, on n'est pas passé loin de l'interception. Jackson Dart, c'est pas arrivé souvent qu'il y a eu des jeux vraiment où la balle arrivait dans les mains des défenseurs. Et il fait 487 yards à la course pour 9 TD à la course. Il a eu des records aussi là sur le nombre de TD marqués à la course. Il a un rating de 91,7, 63,7% de complétion. Voilà, c'est super propre pour un joueur rookie et il est clairement dans les top favoris pour l'offensive Rookie of the Year, ce qui serait assez logique. Ouais, non, c'est clair. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, et je dis pas ça pour être un homer, les quarterbacks, généralement, ont un avantage naturel pour ce type de word. Je sais qu'il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, le receveur Macmillan. Panthers, Macmillan, qui a eu une très très bonne saison. Mais en fait, la saison de Jackson Dart, elle est tout simplement surréelle, quoi. Donc, je ne vois pas comment est-ce que Macmillan aurait ce prix à la place de Jackson Dart. Ouais, c'est pas dit. Et puis on parle aussi de Tyler Shock, le quarterback des Saints, mais je trouve que quand même s'il a fait des bonnes choses à la passe, globalement, il a quand même été moins impactant avec moins de TD marqués, largement moins de TD marqués d'ailleurs. Il a fait, attends, c'est combien, 15 et 9? Ouais, c'est 24 TD à son crédit. Jackson Dart, c'est énorme pour un quarterback rookie. Donc voilà, et on parle même pas là de sa capacité de leadership, déjà, c'est quand la dernière fois? Moi, juste pour le style qu'il a sur le terrain. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a vu un quarterback stylé?
C'était pas Eli Manning, c'était le quarterback avec le moins de style de l'histoire. C'était pas Daniel Jones avec le quarterback. Ils avaient tous leurs manches qui arrivaient là. Là, on a un quarterback qui en impose et qui voilà, tu crois en lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool et il a tout en fait pour réussir. C'est un vrai leader. Toi qui as connu les années Kerry Collins, il était comment Kerry Collins? Moi, Kerry Collins, je l'ai connu chez les Titans. Donc, mais pour moi, Kerry Collins, enfin, le swag, on n'a jamais eu un joueur comme Jackson Dart avec ce swag-là parce que même tu regardes avant, Phil Simms, c'était pas ça. Les gars qu'il y a eu dans les années 90, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais on les oublie aussi. Et puis après, tu es en train de parler de gars des années 50-60 où tu n'étais pas en train de faire des petites danses sur le terrain devant ta caméra parce que non, mais Kerry Collins n'était pas comme ça non plus, je suis d'accord. S'il faisait pas des petites danses, mais il avait un espèce de charisme naturel et surtout, il était respecté parce qu'il avait un bras monstrueux et qu'il envoyait des passes à 250 yards et dans ses meilleurs matchs, il a vraiment été impressionnant. Après, bon, ça s'est pas toujours aussi bien passé. Puis il arrivait quand même, Kerry Collins, chez Giants, il avait des gros problèmes d'alcoolisme. Il venait des Panthers, ça s'était pas du tout bien passé. Mais moi, j'adorais ce joueur que je trouvais assez incroyable sur le terrain. Il avait un style en fait qui était bien à lui. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas eu ce genre de quarterback moderne, nous, depuis les années 2000. Ça, c'est clairement pas quelque chose sur lequel on avait misé. Une chose que je dirais sur Jackson Dart, c'est qu'il fait un peu le mariage sur le terrain avec ses danses et il a l'air de déconner et tout, mais je le trouve ultra professionnel en conférence de presse. Ouais. Il est vachement posé, il est réfléchi dans ses réponses. Oui. Il me fait un peu penser à Joe Burrow. Moi, je trouve que les conférences de presse de Joe Burrow je suis d'accord, tu as raison, c'est vrai. sont toujours excellentes, très calmes. Il réfléchit aux réponses qu'il va donner à chaque fois. Il parle pas trop vite. Et il est pas langue de bois, mais il jette personne sous le bus non plus. Exactement. Ouais. Et ça c'est dur à faire, hein, ce truc-là. Hein. Ouais. De pas dire des choses mauvaises, mais en même temps en restant assez honnête dans ce que tu dis. Ouais. C'est vrai. Non, mais on a un bon gars. Et alors, ça, c'est aussi quelque chose, on a un peu parlé sur le Discord. Il y a forcément maintenant des rumeurs qui disent ah, bah, si les Giants sont le premier pick, est-ce qu'ils vont drafter un autre QB, etc. Quelle erreur. Là, on est sur le 5e pick. Des gens vont moins se poser la question, mais en fait, je comprenais tout à fait que si on avait eu le premier pick, j'aurais pas râlé sur le fait que les Giants jouent la carte du ouais, peut-être qu'on va drafter quelqu'un d'autre, les fausses pistes du mode. Moi, j'aurais râlé. Oui, mais en fait, ça aurait été juste une manière de faire monter les enchères pour que quelqu'un prenne le premier pick. Ah oui, non, mais voilà, par contre, c'était l'occasion, c'était pour ça qu'il était intéressant ce pick, parce qu'on aurait pu récupérer beaucoup d'autres picks derrière. Et la vision à long terme était bien meilleure avec un first pick, ça c'est évident. Non, et puis de toute manière, enfin, qu'on soit bien clair, toi et moi, je ne pense pas qu'un nouveau coach devrait remplacer Jackson Dart ce serait idiot, par un rookie. Alors, en fait, le truc, c'est que, et d'ailleurs, ça peut peut-être faire la transition sur la discussion du prochain head coach, c'est le prochain head coach doit être quelqu'un qui doit vouloir travailler avec Jackson Dart et avoir un système qui est compatible avec Jackson Dart. Si tu fais venir quelqu'un qui travaille de manière complètement différemment et qui regarde Jackson Dart en disant non, mais en fait, ce gars-là, je n'y crois pas du tout, tu as un problème. Et pour moi, Jackson Dart, il a un talent qui est vraiment spécial. Et qui rend en fait ce poste de head coach très attractif. Hein. Ça me fait un peu penser aux Chicago Bears cette année qui ont récupéré Ben Johnson parce qu'ils avaient drafté Caleb Williams l'année précédente, ça s'était mal passé. Et puis on a vu ce que Ben Johnson avait avec Caleb Williams. Et donc il faut espérer qu'en fait le successeur de Brian Daboll soit capable de faire la même chose avec Dart. Ouais, on va en parler juste. On va juste passer vite fait sur la défense parce qu'on a fait les quelques stats importantes de l'attaque, mais et avant de passer sur cette discussion avec le coach, on va juste parler de la défense rapidement. Donc c'est évidemment bien plus mauvais. Donc on a eu dans les années précédentes, on avait une attaque vraiment pourrie et la défense arrivait à nous maintenir dans les matchs. Là, ça a été clairement l'inverse cette année. Donc en yards encaissés, on est 28e sur 32 avec 6112 yards encaissés. Les derniers, c'est les Commanders avec 6533. Points encaissés, on en a pris 439. Ah, j'ai pas marqué combien on était, mais on est vraiment dans les derniers aussi. 16e en pass yard, par contre là ça va, 3642, mais en même temps c'est dû au fait qu'on est tellement nul contre la course
Ouais. On est avant-dernier en termes de clair. yards à la course, avec 2470, que les mecs n'ont pas besoin de beaucoup forcer à la passe. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est finalement que 16e. Dans les joueurs importants, on a eu Okereke qui fait 143 plaquages. Le deuxième meilleur plaqueur, tu sais qui c'est? Le deuxième meilleur plaqueur, Drew Il a Phillips. plus de 100 aussi plaquages. Hein. Vas-y, essaye de trouver. Ah putain, il y a plus de 100. Attends, si tu me donnes un indice, est-ce qu'il est dans le. Pardon, c'est un safety. c'est Javon Holland. Non, c'est Dan Belton. C'est 120 Dan plaquages. Belton. Ouais. Ah ouais. Il a été beaucoup utilisé, Dan Belton, cette année. Mais il n'a pas aussi fait des special teams. C'est peut-être pour ça, non? Ouais, mais special team, ça te donne pas 30 plaquages par an. Hein. Oula, j'ai mis de l'eau partout sur mon écran, bravo. On a Brian Burns qui a fait 42 pressions, 16 plaquages et demi, c'est son record en carrière. Abdul Carter, 34 pressions, 4 sacs, sachant que quasiment l'intégralité est arrivée une fois que Shane Bowen était viré. On a Darius Alexander qui fait 3,5 sacs, et on a malheureusement quand même grosse déception, c'est quand même Dexter Lawrence qui a été vraiment décevant cette année avec seulement 12 pressions et 0 sac et demi, pardon. La bonne surprise pour moi, c'était Cordell Flott, qui a seulement 52% de passes complétées dans sa direction. Il a été vraiment très bon. Et par contre, Javon Holland et Tyler Nubin, j'ai trouvé que c'était vraiment très décevant. On l'attendait comme le duo de safety qui allait pouvoir nous changer notre défense. Finalement, ils ont été plutôt décevants. Donc malheureusement, ça, comme je disais, depuis le départ de McKinney, c'était pas terrible. Donc voilà, une défense qui globalement a été très 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 nulle sous Shane Bowen, qui a été un peu moins nulle avec Charlie Bullen et qui malgré tous les investissements qui ont été faits l'an dernier, avec un Paulson Adibo qui a été plutôt moyen aussi, voilà, c'est pas ça encore, et il va falloir faire pas mal de chantiers, je pense, encore dans cette défense pour réussir à avoir quelque chose de correct. Ouais. Alors, en parlant de sac, Brian Burns a été pendant un temps dans la liste des rushers où on disait peut-être qu'il battra le record de Michael Strahan. Sachez que le record de Michael Strahan est enfin tombé. C'est Myles Garrett qui l'a eu, le grand Myles Garrett. Moi, ça me. Je suis très content que ce soit lui qui l'ait eu. Et ce qui est. Alors, au début, je me suis dit, oui, bon, il l'a eu, mais en même temps, il joue un match de plus que Strahan. Mais j'ai vu passer un tweet qui explique que, en fait, Myles Garrett a atteint 23 sacs en jouant moins de snaps que Michael Strahan l'année où il a 22 sacs. Intéressant. Donc c'est super. Alors, il joue moins de snaps sur plus de matchs. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur chaque match, si tu fais la moyenne des snaps par match, il est peut-être un peu moins fatigué qu'un Strahan. Mais bon, voilà. Moi, ça me va très bien que ce soit un type comme lui qui batte ce record-là. Et puis d'ailleurs, Strahan a parlé, il a dit qu'il était super content et que. Et d'ailleurs, Strahan disait un truc intéressant sur les edge rushers, qu'en fait, il estimait qu'ils avaient leur pic vers 30 ans et un peu plus, en fait. Si tu regardes, c'est rarement des joueurs qui sont très très jeunes qui font les records. Et d'ailleurs, lui, il avait plus de 30 ans quand il a fait son record, et pareil pour Garrett. Donc, ouais, Strahan a eu un début de carrière assez lent. D'ailleurs, ça me rappelle une petite controverse. Tu te rappelles de Warren Sapp, qui était tout le temps sur NFL Network, et disait, quand Strahan devait aller au Hall of Fame, Warren Sapp, sur NFL Network, qui aimait bien un peu trash-talker, disait, ouais, de toute façon, Strahan, c'est pas un bon defensive end, parce que quand il était côté droit de la ligne, il était incapable de faire quoi que ce soit. Et puis, c'est que quand il est passé côté gauche qu'il a pu faire quelque chose, parce qu'en fait, il était face au right tackle et non plus au left tackle, le right tackle était censé être moins bon que le left tackle. Enfin bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Et Strahan lui avait dit de manière très classe d'aller voir chez les Grecs s'il y était. Mais voilà. Pour revenir sur la défense des Giants, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les safeties, ça a été absolument catastrophique. Javon Holland, il y a eu des blessures aussi. Ok, c'est peut-être sa première saison. Peut-être qu'il rebondira sur la deuxième. Je vais lui accorder le bénéfice du doute, mais pour une entrée en matière, c'était pas génial. Et aussi, grosse satisfaction sur Cordell Flott, qui a été notre meilleur cornerback de toute la saison, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai, alors qu'on a le tout léger, le petit Gritos, on n'entendait rien du tout, et finalement, il a été plutôt bon, donc ça, c'est cool. Bon, finissons sur ces head coach. Donc, tu évoquais tout à l'heure
Qu'est-ce que tu disais sur les head coach? Tu avais commencé à parler du fait que tu voulais que ce soit effectivement quelqu'un qui soit capable d'interagir avec Dart. Tu étais obligé de faire ça. Il ne peut pas y avoir une mésentente entre ton quarterback qui est censé être ton quarterback titulaire, franchise quarterback, et un head coach. Donc, il va effectivement avoir besoin de ça. Mais là, les Giants sont rentrés dans la phase interview des head coach. Sachant que, alors, on a entendu début de semaine que Kevin Stefanski, le head coach, qui a été 2 fois coach of the year sur les dernières années des Browns, a été licencié. C'est difficile. Apparemment, il est vu comme un très bon head coach. Mais c'est vrai que les résultats des Browns sont quand même pas foufou, même s'il a réussi à les emmener 2 fois en playoff. Ça, c'est quand même le truc qui revient souvent. Une victoire en playoff aussi. Pardon ? Il a eu une victoire en playoff contre les Steelers en 2020 où il a foutu, je crois, 42 points aux Steelers. Et il n'a pas été ridicule contre les Chiefs, puisque je crois que c'est un match qui se termine à 22-17, quelque chose comme ça. Ouais. Il a eu une première bonne saison chez les Browns. Le gros problème qu'il y a eu chez les Browns, c'est ce contrat qu'ils ont donné à, comment il s'appelle, leur quarterback qui a été nul puis blessé. Deshaun Watson. A priori, des dernières nouvelles, ce serait que lui n'en voulait pas. Alors, je pense que ça va jouer beaucoup dans son interview. Si on apprend que finalement, c'est lui qui en voulait absolument, etc., et que c'était une catastrophe, là, c'est un problème. Si lui, il n'en voulait pas et qu'il a dû subir cette décision et que malgré tout, il a réussi à plus ou moins tenir, quand on voit la quarterback room des Browns, moi, je suis désolé, mais Shedeur Sanders, de ce que j'en ai vu, je ne suis pas du tout vendu. Dylan Gabriel, c'était catastrophique. Voilà, il a joué sans vrai QB depuis un paquet de temps quand même, et donc, ce qui peut expliquer que c'est un peu compliqué. Donc ça peut être effectivement un candidat. Moi, je ne connais pas spécialement, mais globalement, tout le monde a l'air de dire que c'est un bon candidat. Après, on a d'autres personnes qui vont être interviewées, notamment des offensive coordinateurs ou defensive coordinateurs. C'est toujours comme ça. On a entendu parler de Lou Anarumo des Colts, qui est defensive coordinateur, Clint Kubiak, offensive coordinateur des Seahawks, et qui font un très bon. Ça fait 2 ans qu'ils sont très bons en attaque, les Seahawks. Ouais. Les Giants ont demandé l'autorisation aux Seahawks de faire passer un entretien. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire, parce que les Seahawks, ils sont quand même très forts. Il y a de grandes chances qu'ils aillent au Super Bowl cette année. Enfin, ce serait cool de les voir aller avec Sam Darnold. Moi, j'aimerais bien. Mais ça fait 2 ans, et ça fait 2 ans, 2 QB différents, et ils ont des attaques très bonnes depuis 2 ans, malgré le changement de quarterback. Je trouve que c'est vraiment cool. Et je comprends qu'ils soient interviewés, en tout cas. Est-ce qu'on a déjà vu ça, un offensive coordinateur ou un defensive coordinateur qui va faire une interview pour un poste de coach avant le Super Bowl alors qu'il est en route qu'il est encore en liste pour le faire ? Ouais. Je suis sûr que ça s'est vu. Je n'ai pas d'exemple comme ça. En gros, le mec, il va passer une demi-journée à l'autre bout du pays pour aller faire une interview alors qu'il est en train de jouer potentiellement les matchs de sa life. C'est fou, non ? Je sais pas, mais en fait, tout dépend aussi de l'importance qu'il accorde à cette opportunité. Peut-être que Kubiak qui va se dire, moi, aller chez les Giants, ça ne m'intéresse pas. Parce que les Giants sont vus par beaucoup comme étant le poste à pourvoir le plus intéressant. Le plus attractif. Et ça, enfin, tout le monde le dit. C'est pas juste quelques analystes qui le disent. C'est globalement. Parce qu'en fait, dans les postes ouverts, il y a les Browns, les Titans, les Cardinals, les Raiders et nous. Et il y en aura peut-être d'autres qui s'ouvriront, qui sait. Voilà. En tout cas, c'est ça. Et les Ravens. On a oublié les Ravens. Ah oui, les Ravens, du coup, oui. Donc, pour moi, les 2 postes de tête qui sont attractifs, tu as des Ravens qui, en fait, sont toujours compétitifs et qui offrent la possibilité d'aller à un Super Bowl bientôt. Ou alors, tu as les Giants avec, comme on l'a dit, un noyau qui est très jeune, avec du talent et qui est, on va dire, plutôt sur la bonne voie, alors même s'il y a beaucoup plus de chemin. Les autres postes sont aussi attractifs parce que tu n'as que 32 postes de head coach en NFL, donc forcément, même les Browns trouveront quelqu'un. Tout ça pour dire que Kubiak, s'il est motivé, s'il a vraiment envie d'aller chez les Giants, il le trouvera le temps pour y aller. Alors peut-être pas qu'il y aura une interview en physique dès le début, peut-être que ce sera que une visio, mais au bout d'un moment, il les rencontrera, les Giants, s'ils sont intéressés. Donc les Giants, pour le moment, ils ont demandé... Stefanski a été vu dans un avion pour aller à Newark, à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey. Ils ont demandé l'autorisation les Giants ont demandé l'autorisation
discuter avec Kubiak. On ne sait pas encore pour John Harbaugh, mais on s'attend à ce que les Giants. Apparemment, en interne, il y a déjà eu des discussions et ils Ouais. espèrent pouvoir l'interviewer rapidement. Ouais. Et Mike Kafka a reçu le message aussi de l'équipe que lui aussi aurait son opportunité de candidater à ce poste, même si de toi à moi, je pense pas que ce soit le meilleur candidat pour Non, ce moi poste. non plus. Je pense que ils le font parce qu'ils doivent le faire et que c'est la politesse qui le veut, mais je pense pas qu'ils le considèrent vraiment, surtout quand on voit notamment John Harbaugh. Je pense que c'est la meilleure recrue De loin. possible. C'est un coach on l'évoquait, qui connaît la victoire, qui sait comment on fait pour gagner, qui a un pédigré dans la ligue et qui est reconnu comme un des meilleurs head coach et qui sera respecté en tant que tel. Donc voilà, il a passé 18 ans dans un club avec des beaux succès. Il n'y a pas eu que des saisons incroyables chez les Ravens, mais globalement, quand même, il y a une stabilité qui est assez importante. Alors, les Ravens, justement, avec Harbaugh, c'est 18 saisons au total. Tu sais combien de fois ils sont allés en playoff? Je sais pas, 13, 14 Pas loin, 12. 12. C'est absolument énorme, surtout quand tu considères les 15 dernières années pour les Comparé à Giants. nous, c'est énorme, oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc, il va y avoir. Je pense qu'on va faire passer pas mal d'interviews. Et ce que je te disais avant le podcast, c'est que il est possible que certains candidats, je pense surtout à John Harbaugh, mais tu vois, si jamais John Harbaugh dit moi je veux bien venir chez vous, mais c'est sans Joe Shane. Mais si c'est Joe Shane qui fait passer les entretiens, tu peux pas dire ça. Ah, mais il ne le dira pas devant Joe Shane, mais après, il passera un coup de fil à Mara. Il fera passer le message d'une certaine manière. Parce que Joe Shane l'a dit, c'est pas Joe Shane qui prend la décision tout seul. Joe Shane fait passer les interviews avec les propriétaires dans la salle. Ouais. Donc, pour moi, John Harbaugh, il a l'embarras du choix. John Harbaugh, il peut lui, toutes les équipes, il va où il veut, lui, de toute façon, ça c'est clair. Il va où il veut. Donc, même si les Giants sont le poste le plus attractif, c'est plus les Giants qui vont devoir convaincre Harbaugh que l'inverse. Non, mais je suis sérieux. T'as raison, c'est vrai que c'est peut-être le seul candidat où il va falloir faire ça dans le sens inverse, ouais, c'est vrai. Et donc, si Harbaugh dit moi, je veux bien venir chez vous, mais par contre, en fait, bosser avec un gars que vous avez viré dans un an, ça ne m'intéresse pas. Et ben dans ce cas, ils le feront sauter. Ils garderont des gars qui vont justement quand même faire tourner le front office pour que Harbaugh se concentre sur l'équipe. Mais pour moi, il n'est pas dit que Joe Shane continuera à être notre GM si Harbaugh est embauché. Ça serait quand même assez fou que Complètement. qu'il soit embauché, qu'on prenne lui et que lui fasse virer Joe Shane pour qu'il prenne quelqu'un d'autre. Ce serait assez. Non, pas pour qu'il prenne quelqu'un d'autre. Il pourra dire ou alors, un autre truc, c'est de dire ok, je viens, mais par contre, je veux le dernier mot sur toutes les décisions de personnel sportif. C'est-à-dire que c'est moi qui décide qui on draft, c'est moi qui décide qui on signe, et le GM, lui, il fait la paperasse. Ouais, mais du coup, il sert à rien. Qu'il soit consulté pour avoir son avis et qu'on se mette en accord avant de signer un mec. Maintenant, si c'est ça, en fait, t'es GM et head coach. En fait, oui, t'es Belichick, quoi. Bill Belichick a très bien réussi. Mais en fait, le truc, c'est que, je veux dire, c'est que s'il y a un gars en qui j'aurais confiance pour faire ça, c'est John Harbaugh, parce qu'il a justement eu tellement de succès en NFL. Alors, il a eu du succès aussi parce qu'il travaillait avec un bon GM. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que lui-même sera un bon GM, mais en fait, je pense que ça serait pas mal que ce soit, tu vois, si on devait garder Joe Shane avec John Harbaugh, mais que ce soit un scénario où en fait c'est pas Joe Shane qui dit à John Harbaugh voilà les joueurs que je te prends, c'est John Harbaugh qui va donner une liste de courses à Joe Shane et qui dit moi j'ai besoin de ça. Ouais, mais regarde avec Brian Daboll, c'est ce qui se passait plus ou moins déjà. En réalité, tu bosses jamais tout seul en imposant des choses à ton head coach. Si tu es intelligent, tu le fais avec lui.
Ouais, oui, tout à fait. Et pourtant, on n'a pas été capable de signer des kickers quand on en avait besoin. On a signé des gars comme James Hudson. On a complètement Oui, mais c'est délaissé pas pour ça que tu fais pas des les. mauvais choix. Le Non, fait de mais prendre la décision ensemble ne t'empêche pas de faire des mauvais choix, mais bon. non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, Brian Dabble ne devait pas être vachement impliqué dans la décision. C'est-à-dire que bien Mm. sûr, il a été consulté à certains moments, mais Brian Dabble, lui, il faisait avec les joueurs qu'on lui filait. Enfin, Ouais, si je je sais pas. En suppose, tout quoi. cas, je Je pense que tu as suppose. raison. Dans tous les cas, c'est sûr que s'il vient, il va évidemment demander d'être impliqué d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il s'assure. De toute façon, je pense que n'importe quel head coach va te demander ça. Ça fait. T'as pas Oui, envie d'avoir une équipe sur laquelle t'as pas la main et que tu dois t'adapter toi-même avec l'équipe. Il faut que ce soit fait mais de manière collégiale avec tout le monde. Mais c'est pour ça qu'en fait, je dis que c'est plus que de l'implication, c'est du pouvoir décisionnel. Ouais, bah ouais, ça Euh, on verra c- bien, on verra bien. Déjà bon, moi j'attends la nouvelle où ils vont annoncer qu'ils l'interviewent parce que si s'il vient, si effectivement là le scénario idéal en fait, hein, c'est très vite on apprend il part passer une interview chez les Giants, un entretien, et on n'a pas besoin d'interviewer trop de mecs et on n'a pas besoin d'attendre que les mecs aient fini leur campagne de playoff pour être disponibles pour être interviewés. Enfin, en tout cas, mon avis, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on l'avait discuté quand on était avec Nitti et avec tout le monde, là, avec François, pour discuter de ça, mais on avait évoqué quel type de head coach il faut. C'est ce que moi, je pensais, tout le monde était à peu près d'accord, c'est qu'il faut un mec qui a du pédigré dans la ligue, qui a un record, enfin, qui a un historique d'avoir déjà gagné et pas prendre un mec où on espère qu'il va devenir un bon head coach alors qu'il a été un bon coordinateur. Moi, je pense que ouais. ça peut marcher. Je dis pas que ça va jamais marcher. Ça nous a pas réussi jusqu'à maintenant. Et je pense qu'aller chercher un head coach qui a fait ses preuves, ce serait une bien meilleure décision. Et donc, Arbo, pour moi, est la meilleure décision possible qu'on pourrait prendre. Maintenant, Alors, on dit ça, on est de notre côté, on n'a pas toutes les infos, on ne sait pas tout, donc c'est difficile. Mais non. voilà ce qu'on peut dire. Mais deux choses sur ce que tu as dit. La première sur justement embaucher un coach qui n'a pas d'expérience et on espère. Enfin, tu vois, euh, tout le monde a beaucoup parlé de Clint Kubiak en disant, et tu l'as dit toi-même, c'est un excellent coordinateur offensif. Regardez ce qu'il a fait avec Geno Smith, avec Sam Darnold. C'est vrai, je suis sûr qu'il est absolument brillant. Mais je suis un peu frileux vu les soucis qu'on a eu avec Mm. Brian Daboll. Mm. Et ça se trouve, ça se passera super bien. On l'a vu avec Ben Johnson, ça s'est très bien passé. Euh, Là où Stefanski et Harbaugh sont intéressants, hein, et je les mets ensemble parce que Stefanski est peut-être le seul candidat. Ah, j'avais vu aussi que on a. Ah non, c'est pas les Giants qui ont demandé à. Ah si, si, voilà, je l'ai retrouvé. Les Giants ont aussi demandé l'autorisation de faire passer les entretiens à Vance Joseph, Ah oui, coordinateur oui, oui, défensif j'avais vu ça des aussi. Ouais. Broncos. Mm. Vance Joseph aussi a une expérience comme head coach, mais une expérience ratée. Stefanski, il a une expérience qui, on va dire, est médiocre dans le sens où il a eu quatre bonnes saisons et puis deux saisons catastrophiques. Donc en fait, on a vu qu'il était capable de faire quelque Mm. chose, enfin, Mm. de monter des saisons à succès. Mm. Arbo, c'est celui qui a le meilleur pédigré de tous. Ça, Mm. y a aucun doute de ce côté-là. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est, tant que tu parlais, je regardais justement s'il y avait des news qui disaient que Arbo allait passer une interview chez Giants. J'ai juste trouvé un tweet d'Adam Schefter qui dit que dans les 45 minutes qui ont suivi l'annonce du Oui. départ de John Harbaugh, son agent a reçu des appels de 7 équipes. Mm. Mm. Sachant qu'on a dit tout à l'heure que les seules équipes autres que les Baltimore, qui sont en recherche, c'est Giants, Raiders, Browns, Titans et Cardinals. Donc il y a deux équipes qui ont des coachs qui sont intéressés. C'est Et dingue, tu hein. n'en as pas oublié une là? Il n'y en a pas une en plus? Bon, en tout cas, il y a au moins une, voire deux équipes qui ont appelé alors qu'ils ont déjà un head coach. Oui, c'est ça que tout à fait, tu as raison. Non, en fait, Euh, j'en ai pas oublié. Pour le moment d'accord. les postes qui sont ouverts, c'est Baltimore, mais Baltimore Bah, forcément ils n'a vont pas pas appelé. rappeler en disant ah, Euh, il est dispo, super, on peut le signer. voilà, New York Giants, Arizona Cardinals, Tennessee Titans, Las Vegas Raiders, merde, Et et Cleveland Browns. Cleveland Browns. Ouais. Cleveland Browns, voilà.
Bref, bon, en tout cas, les jours qui viennent risquent d'être intéressants et on va essayer de suivre tout ça. Je sais pas quelles sont les habitudes. Est-ce que le Super Bowl peut avoir un impact sur ça ou est-ce qu'on va annoncer la signature de. On s'en fout en fait, on peut annoncer un head coach n'importe quand. On a le droit de le signer dès demain, le head coach, si on veut. Oui. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Ok, bon. Non, bien sûr. Alors j'espère que on prendra quand même le temps de réfléchir un peu, mais même pour un Ouais, mais Harbaugh, est-ce que hein, parce que t'as pas un no-brainer quand même avec Harbaugh où tu te dis, bon, bah, le mec, enfin, de ce que disait tout le monde, c'est pas tous les ans qu'il y a un head coach c'est clair. Non, mais c'est qui est clair. disponible, aussi bon qui est disponible. Non, mais je pense que Et tu as raison, c'est un no-brainer. C'est vraiment un no-brainer. ils l'ont même pas Euh, viré pour incompétence. Ils l'ont viré parce que ils avaient Parce qu'il peut besoin pas aller au de Super Bowl. haut niveau. Ouais, non, Donc, c'est ça. Non, mais Harbaugh peut très bien nous faire ce qui est arrivé à Andy Reid. Andy Reid qui a putain, eu je pense exactement à ça, mec. Voilà, on est connectés, mec. Ouais, ouais, ouais. Mais Andy Reid, qui a eu énormément de succès chez les Eagles, n'a jamais réussi à avoir le Super Bowl. Au bout d'un moment, on lui a dit, bon, t'es gentil, Andy, on va passer à autre chose. Il est parti chez les Chiefs et il a créé une dynastie chez les Chiefs. Ouais. Donc, c'est tout le mal que je souhaite aux Giants avec John Harbaugh. Voilà. Ouais, putain, ce serait beau qu'on le signe. Puis ça se trouve, ça va être une cata, ça va être la misère, on vire tout le monde l'an prochain, il va jamais rien se passer. Bon, on verra bien. Mais oui, en tout cas, il peut amener une sagesse et sûrement une expertise sur le choix des picks voilà, t'évoquais le fait qu'il ait son mot à dire dans la décision, ça peut tout à fait être positif et avoir des joueurs qui sont signés de meilleure qualité, donc ça peut. Ouais. Ça peut très bien fonctionner. Il a 63 ans pour info. Il n'est pas tout jeune, mais voilà, ça reste un âge correct pour un head coach. 63 ans, je pense que maintenant c'est jeune pour un coach. Enfin, il pète la forme. Je veux dire, c'est pas un Bill Belichick. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai pas trop regardé, ça a donné quoi Bill Belichick avec North Carolina là, sur son bilan universitaire. Il a réussi à faire une saison correcte? J'ai pas suivi du tout. Ah, je sais pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il est en train de. C'est que. Il a une meuf de 19 ans et que. Il est toujours avec sa gold digger qui. Mais non, elle sort avec lui pour son physique, mec. Oui, je vais pas en parler plus, parce que je vais faire des remarques déplacées. On va se faire cancel. Voilà. Bon, allez, on se retrouve. Donc, on fera soit un podcast parce que il a été annoncé. On pourra parler plus en détail du head coach et on fera évidemment des bilans. On va parler de la draft. Donc, il va y avoir des choses pendant l'intersaison. Pour nous, la saison est finie. On va suivre avec intérêt les playoffs et puis on espère que ce ne soit pas les Eagles qui gagnent. J'allais dire ni les Cowboys, mais ça risque pas. Donc voilà, on espère juste que ce ne soit pas les Eagles qui gagnent. Ce sera déjà très bien. Et puis, on vous tient au courant. On essaiera d'animer ça et il y aura évidemment des podcasts avec toutes les actualités qui vont avoir lieu, puisqu'on aura aussi l'intersaison, enfin il va se passer plein de choses. Merci Thiergo, je te souhaite une bonne nuit, et puis on vous dit à très bientôt tout le monde, à bientôt, salut. Salut.